Moi, ma stratégie, elle était simple, c'était faire le meilleur départ et me barrer devant. Comme ça, j'avais pas de problème. On peut être un super bon athlète, mais pas forcément un bon entraîneur si on n'arrive pas à expliquer les choses. Il faut arriver à être lucide dans ce que tu fais, lucide avec tes émotions. Sentir déjà qu'on est stressé, c'est déjà un grand pas, parce que si tu sens que tu es stressé, tu peux réagir. Tu peux trouver l'outil qu'il faut. Alors que si tu étais là, mais tu es stressé, mais que tu n'arrives même pas à t'en rendre compte, en fait, c'est presque déjà foutu, quoi. Il faut accepter d'être stressé, s'en rendre compte pour arriver à le gérer, quoi. Salut et bienvenue dans cette vidéo avec le champion olympique de ski cross, Jean-Fred Chapuis. Est-ce que tu vas bien te présenter en quelques minutes? Ouais, donc je m'appelle Jean-Fred Chapuis, j'ai 35 ans, j'ai arrêté le ski cross, ma carrière de haut niveau il y a 3 ans, donc en 2022. Et maintenant, je suis entraîneur pour l'équipe suisse de ski cross. J'ai été champion du monde, gagné 3 globes de cristal, champion olympique, une fois vice-champion du monde et 18 victoires en Coupe du Monde. Globalement, vite fait. Ouais, c'est dur de dire tout ça vite, mais bien joué. Pour avoir dit tout ça vite, parce que bien joué, ça suffirait pas pour décrire le reste. Et je suis vraiment content de pouvoir te rencontrer aujourd'hui et qu'on ait cette conversation-là. Parce qu'on a déjà évoqué ensemble quelquefois la dimension mentale. Et aujourd'hui, toi, tu as un nouveau rôle qui est en plus celui d'entraîneur à haut niveau pour l'équipe nationale suisse, c'est ça? Ouais. Ok. Et je me demande de quelle manière est-ce que le fait d'avoir été athlète, ça influence à quel point tu es attentif à la dimension mentale dans le travail que tu fais aujourd'hui? Ça, c'est une question compliquée. Le travail d'entraîneur, le travail que je fais aujourd'hui, je pense qu'il est assez... je trouve que c'est assez technique parce qu'il y a le côté vraiment technique de la discipline où en fait, j'ai mon œil technique, mon œil que j'ai développé en tant qu'athlète et j'arrivais à voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment un truc sur le papier, c'est donné. Et après, tu as l'aspect vraiment mental, arriver à mettre l'athlète dans les meilleures dispositions et la façon dont tu lui exposes ce que tu as envie qu'il fasse ou ce que tu aimerais bien qu'il fasse. Et ça, c'est vraiment le côté humain. Et ça, j'apprends encore. Hein. J'ai que 3 ans d'expérience. J'ai mon expérience d'athlète, mais en tant qu'entraîneur, j'ai que 3 ans d'expérience. Qu'est-ce qui t'a marqué justement en tant qu'athlète et qui aujourd'hui influence peut-être la façon dont tu coaches? Qu'est-ce qui m'a marqué en tant qu'athlète? Tu sais, souvent on a apprécié par exemple une façon de faire qu'on a eue avec nous, ou à l'inverse, on a détesté la manière dont un entraîneur a entraîné et on fait en sorte de pas reproduire ça ensuite. J'ai l'impression que souvent la manière dont on coach est beaucoup influencée par ce qu'on a vécu dans le passé auprès des intervenants qu'on a eus, que ce soit positivement ou négativement. Il y a des exemples qui te viennent? Non, moi je dirais que c'est plus... forcément, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont plus aidé que d'autres. Après, chacun, je pense, m'a aidé à sa manière. Je dirais que je coach aujourd'hui en piochant un peu dans tous ces entraîneurs. Qu'est-ce que j'ai bien aimé chez certains? Qu'est-ce qui m'a aidé chez certains? Et j'essaye d'utiliser ça pour essayer de trouver la meilleure méthode pour sortir le maximum de mes athlètes, des athlètes que je coach. Après, je sais pas, je dirais, c'est vraiment basé sur mon expérience, sur mon vécu. Je me dis, si je me mets dans la position de l'athlète aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'arriver à me mettre dans sa position pour regarder qu'est-ce qu'à ce moment-là, le discours que je peux l'apporter, le coaching que je peux l'apporter, qu'est-ce qui pourrait le plus servir, quoi. Et tu penses que d'avoir été athlète, ça t'aide à mieux te mettre à leur place pour comprendre ce qu'ils auraient besoin d'entendre dans ce moment-là? Ouais, c'est sûr que le fait d'avoir été athlète, ça me permet de mieux comprendre la situation. Je pense aussi, ça met le fait d'avoir été athlète et d'avoir eu cette réussite, ça me permet aussi peut-être qu'ils me fassent confiance beaucoup plus facilement parce qu'ils savent que je l'ai fait avant eux et ça me donne un peu presque cette légitimité. Enfin, je dis presque parce qu'en fait, c'est pas forcément
quand on a été bon athlète, qu'on est forcément bon entraîneur. Et tu penses qu'eux, ils le perçoivent comme ça? Ils se disent, Jean-Fred, on peut lui faire confiance. Je pense que, ouais, je l'espère. Mais je pense que ouais, le fait d'avoir vécu cette situation, ou une des situations un peu similaires, et d'être dans ce milieu, d'avoir réussi, et ben ça me donne, je pense, eux, ils peuvent me faire confiance plus facilement. Je me mets en fait à leur place et je me dis, si mon entraîneur a fait ça et ça, s'il me dit des choses, bah forcément c'est plus facile à faire confiance. Si on regarde, on prend des cours de conduite, Sébastien Loeb, il te dit, bah là, faut passer à fond. Tu le crois pas, si je perds mon permis, là. Enfin, si tu as envie d'être performant, tu lui dis, bah allez, je lui fais confiance. Enfin, et peut-être que si quelqu'un qui a jamais fait de voiture, qui peut être super bon coach, mais qui te dit, ouais, là, faut passer à fond, bah, tu vas peut-être y réfléchir à 2 fois avant que... C'est amusant que tu évoques ça, j'ai bien envie de parler du sujet, parce que quand j'avais 25 ans, j'avais un rêve, c'était d'être entraîneur de l'équipe de France de snowboard, parce que j'étais moniteur de snowboard, et tu vois, j'aime trop le snowboard, etc. Et je me disais qu'une des limites pour accompagner les athlètes au plus haut niveau mondial, c'est que moi, j'ai jamais été coureur en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde, tu vois. Au pire, j'ai fait le snowboard tour en Savoie, enfin bref, tu vois. Et je me disais, j'ai remarqué qu'à la Fédé, souvent les entraîneurs à haut niveau, c'est des gens qui ont été en compétition à haut niveau avant. Et je me demandais quel était l'atout en plus que ça donne pour toi, par exemple, d'avoir été un athlète et d'être maintenant auprès des athlètes. Selon toi, c'est quoi les atouts que t'as qu'un entraîneur, comme moi, par exemple, il n'aurait pas parce qu'il n'a pas vécu la discipline de l'intérieur aux Jeux Olympiques, par exemple. Ouais, enfin, moi, je suis un peu... tu vois, de ce que tu me dis, par exemple, je pense qu'on peut être un super bon entraîneur sans avoir fait une super carrière d'athlète, ou même sans avoir fait de carrière d'athlète. Il faut arriver à comprendre le mécanisme physique de, si on prend l'exemple du snowboard, de comment fonctionne le virage en snowboard, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, pour amortir un saut. Et si tu arrives à bien l'expliquer et à bien comprendre, à visualiser la discipline et avoir cet œil pour corriger les choses, en fait, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et inversement, on peut être super athlète. C'est possible d'avoir ça au plus haut niveau sans avoir eu un niveau technique d'athlète. Je pense que c'est possible. Après, c'est sûr que ça demande beaucoup de pratique, peut-être plus que quelqu'un qui... Enfin, indirectement, quand tu as été athlète, en fait, tu l'as pratiqué toute ta vie et tu l'as fait pour toi. Et du coup, après, faut juste arriver à l'expliquer et à le retransmettre. C'est pour ça que aussi, pour en venir là, je pense qu'on peut être un super bon athlète, mais pas forcément un bon entraîneur si on n'arrive pas à expliquer les choses. Parce qu'il y en a, ils sont hyper talentueux et ils le font de manière naturelle. Et après, quand on te demande, comment tu fais ça? Je sais pas, fais-le. Enfin, c'est comme ça. Inconsciemment compétent. Et en fait, du coup, peut-être un ancien athlète qui est entraîneur mais qui n'arrive pas à l'expliquer, c'est pas forcément un bon entraîneur, quoi. Toi, est-ce qu'il y a des endroits où tu rencontres ce problème-là? Tu te dis peut-être, ça c'était évident pour moi quand j'étais coureur. Je sais pas comment l'expliquer, juste fais-le. Non, c'est sûr que des fois je me dis, putain, c'est pas sorcier, quoi. Faut juste faire ça, mais le juste. Après, j'essaye quand même de l'expliquer et de l'expliquer de manière différente pour justement arriver à ce que l'athlète le comprenne lui-même. Mais c'est sûr que des fois, tu es sur le bord de la piste, et ça ne va pas arriver qu'à moi, ça va arriver aussi à n'importe quel entraîneur. Tu te dis, c'est pas sorcier, il suffit d'aller droit là, d'appuyer là, et puis ça fait le virage, quoi. Sauf qu'une fois qu'on est dans la piste, et pour avoir été dans la piste, des fois, ça se passe pas forcément comme on l'imagine ou on le prévoit, quoi. Ok. Et souvent, j'ai remarqué en tant qu'athlète, alors peut-être plus dans les sports collectifs où il y a ce rapport à la sélection. Par exemple, j'avais eu un rugbyman du top 14 qui me disait, mais attends, je peux pas lui dire à mon entraîneur si je vais pas bien, parce que sinon il va pas me sélectionner, il va pas me mettre comme titulaire, etc. Je me demande comment est-ce que toi tu perçois cette relation, tu vois, entraîneur-entraîné, et de quelle manière aujourd'hui, peut-être que sur les choses qui étaient difficiles pour toi à l'époque et que t'osais, j'imagine, pas dire aux entraîneurs. En fait, ma question elle est un peu vague, mais en gros, c'est comment est-ce que la relation que tu as eue avec l'entraîneur en tant qu'athlète, elle influence aujourd'hui la manière dont tu es en relation avec tes athlètes? Je pense que pour qu'on ait une bonne relation qui fonctionne en tant que entraîneur, entraîné, il faut vraiment, entre guillemets, pas cacher les choses, comme tu dis, parce qu'en fait, si mon athlète, il est malade, ou il n'y arrive pas, ou il est moins en forme,
il faut aussi que, bon, je le remarque d'une, mais c'est important aussi que l'athlète le dise à l'entraîneur parce qu'il va pouvoir adapter plus facilement, trouver des solutions pour revenir en forme ou bah, je sais pas, si par exemple s'il est blessé ou quoi, il faut plus tu vas partager de choses, plus ça va fonctionner. Et inversement, si tu partages rien, et en fait, il n'y a pas vraiment c'est vraiment une barrière que tu mets dans la relation et je pense que ça empêche d'avancer plus rapidement. Ça, c'est un truc que toi, t'as compris quand? Peut-être pas au début de ta carrière en tant qu'athlète. Je l'ai fait quand même, je pense, j'ai toujours assez partagé avec l'entraîneur. Après, bah, forcément, avec certains entraîneurs, tu partages plus facilement parce que ça se fait un peu naturellement, cette relation. Et d'autres où, inversement, bah, tu partages pas parce que bah, t'as pas cette alchimie. Et je pense que le fait de pas partager, ça doit forcément jouer des tours ou des fois, ça va pas forcément dans ton sens parce que l'entraîneur, il sait pas ce que tu ressens et il passe à côté de certaines choses. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui justement de devoir éduquer tes athlètes à s'autoriser à le faire? Parce que ce que je remarque, c'est que des fois, chez les notamment plus jeunes athlètes, alors c'est un peu une généralisation, mais qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des conversations difficiles pour dire quand ça va pas. Je te donne un exemple, il y en a un que j'entraîne en Coupe du Monde, ça lui allait pas la manière dont il était coaché. Je dis, bah, tu vois, si ce type de feedback, en mode, là, c'était nul ton passage, Paul, vas-y, la prochaine fois, fais pas un truc pourri, tu vois. Si cette façon-là de coacher, elle plaît à certains riders pour qu'ils avancent, mais pas à toi, ben, va le dire au coach que c'est pas ce type-là de feedback dont tu as besoin. Et l'athlète me répondait, ah non, mais j'ai pas le droit de leur dire comment coacher, parce que je suis pas encore une star, tu vois, je suis pas encore un top athlète. Quand je serai champion olympique, je pourrais leur dire de quoi j'ai besoin. Et moi, j'étais pas d'accord avec lui là-dessus, tu vois, je crois que ça doit se faire plus tôt. Et donc, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as l'impression d'être acteur auprès des athlètes, de les éduquer à transmettre ce dont toi tu as besoin pour mieux les coacher? Je pense que c'est important d'échanger aussi sur la façon de coacher parce que je pense que si je prends mon exemple, moi j'ai ma façon de coacher. Après, si il me dit ça me convient pas, c'est à moi de trouver les solutions, de changer. Mais s'il me le dit pas, c'est difficile de le savoir. Ou alors tu vas te rendre compte, mais beaucoup trop tard, quoi. Et tout le temps que tu as passé, c'est perdu. Après, il y a quand même certains niveaux moi, je fais vraiment on va dire le sommet de la pyramide. Je fais la Coupe du Monde. Et du coup, je pars du principe que j'ai déjà des athlètes normalement aboutis, quasi aboutis. J'ai pas besoin d'aller les motiver. J'ai pas besoin pas trop besoin parce que des fois, il y a forcément des coups difficiles. Des moments où on n'est pas motivé. Et j'ai pas besoin de leur faire leur éducation. Après. Des fois, quand ils arrivent très jeunes, oui, il faut arriver entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais à les éduquer, quoi. Leur dire, le sport de haut niveau, c'est difficile. Peut-être d'arriver jusqu'ici, mais le chemin pour arriver là-haut, il est encore long. Et c'est pas parce que t'es bon maintenant que tu vas être bon après. Il faut continuer à travailler. Des personnes douées, il y en a plein. Après, des personnes douées qui réussissent, forcément, il y a un moment de travail. Ou alors, ils te disent, non, moi, j'ai toujours réussi sans rien faire. C'est pas possible. Il cache ton... Tu dis que c'est des athlètes déjà aboutis, mais il y en a au niveau auquel t'es qui ont encore besoin d'entendre ce type de choses. Aboutis dans leur façon de... Peut-être dans leur ski, mais sur la dimension mentale, pas encore. Ouais, même dans le ski, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je veux dire, c'est... Peut-être dans les catégories plus basses, tu fais vraiment un dégrossissement du travail. Et par contre, à la fin, vraiment en haut, tu fignoles sur certaines choses et beaucoup aussi, plus peut-être sur du mental, de la motivation, des petits détails qui font à la fin la différence. Et ces petits détails, en fait, des fois, ça passe par cette éducation du travail, de l'engagement physique que tu mets et des sacrifices que tu fais pour y arriver. Parce qu'il y a je pense qu'il y a énormément de gens doués qui arrivent assez haut et en fait ils n'arrivent pas à passer les dernières marches parce que il n'y a pas ce travail. Et inversement, il y en a qui sont peut-être moins doués mais qui ont ce travail, cette volonté de toujours se perfectionner et de se donner les moyens de réussir, qui vont arriver plus haut parce que ils ont fait cet engagement total dans le sport et dans l'entraînement. Et comment on est aujourd'hui? Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais à l'époque, mon entourage me disait que quand tu vas en ski cross, c'est que t'as pas très bien réussi en alpin, et du coup, c'est un peu voie de garage ski cross. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui ou pas du tout. Je dirais et de quelle manière ça influence l'estime de soi que peuvent avoir les athlètes? C'est sûr qu'on a toujours encore, de moins en moins, mais il y a encore cette image de le ski cross, c'est
Ça reste enfin, on a encore ça, surtout avec je pense avec les vieux entraîneurs qui voient un peu ski cross, c'est des mecs qui ont pas réussi en alpin. Alors que je pense, après moi je vais forcément prêcher pour ma discipline, mais moi j'ai fait mon parcours en ski alpin, je suis pas allé au bout de l'échelle, je me suis arrêté en Coupe d'Europe. Mais je pense que le ski cross, je vois ça comme une 5e discipline du ski alpin. Et un bon ski crosseur, ça demande d'autres qualités que forcément, on n'a peut-être pas forcément besoin en ski alpin. Mais on a besoin aussi des qualités d'un bon skieur alpin. On a besoin de ces qualités aussi pour être performant en ski cross. En ski cross, il faut être un skieur polyvalent. Il faut arriver à faire 4 virages avec une seule et même paire de skis. Donc ça demande des qualités techniques, des qualités de base du ski alpin qu'un bon skieur alpin a. Et après, il faut aussi être, comme je disais, polyvalent, arriver à tout faire avec ce ski, que forcément peut-être des super skieurs alpins ont pas cette qualité-là, parce que eux ils font leur virage de slalom avec ce ski, ils font leur virage de géant avec ce ski. Il y a ça, et après il y a aussi la confrontation directe en ski cross. Il faut arriver à réagir super vite sur des situations, prendre des décisions dans des millisecondes pour prendre la bonne décision et arriver à skier toutes ces lignes différentes. Alors que en ski alpin, en fait, il faut se concentrer plus sur soi-même et on est contre le chrono. Et c'est une ligne, la ligne performance, c'est celle qu'on a reconnue. Justement. Alors que dans le ski cross, tu vois, tu t'es fait plein de situations différentes. À la fin, là, il rentre inter, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un peu plus exter, faut recouper. Il faut en même temps réfléchir là-dedans, quoi. Et justement, sur cette partie prise de décision, j'ai envie d'en parler avec toi. Parce que je me rappellerai toujours d'un moment où j'étais en STAPS et dans l'amphithéâtre, il y avait Sébastien Carrier, donc le préparateur physique que vous aviez à l'époque pour Sochi 2014, là, où il y a 3 Français qui sont en finale, la finale dont tu as fait partie et gagné. Et nous, dans l'amphi, on lui pose la question, on dit, mais vous donnez quoi comme consigne aux athlètes au départ? Parce qu'il y a 4 personnes au départ, un Canadien, je crois, avec vous, et il y a 3 places sur le podium, ça serait con de pas mettre les 3 sur le podium, etc. Et il nous dit, on leur a pas donné de consigne. Et j'avais envie de te demander comment est-ce que toi, t'as perçu ça de la position où t'étais? Et surtout, de quelle manière est-ce que ce jour-là, qui est un jour important pour tout le monde, de faire la course face à des concurrents, mais qui sont aussi probablement des potes, parce que Julien Liseroux, il dit, en équipe de France, on gagne tout seul, mais on se entraîne en équipe. C'est comment pour toi cette expérience-là? J'imagine qu'il y a plusieurs athlètes que ça pourrait gêner d'avoir quelqu'un à qui tu peux faire perdre la médaille, parce que des fois prendre l'inter, c'est prendre le risque de faire perdre la médaille à l'autre. Comment t'as vécu ça, toi? Je pense que déjà, on était vraiment tous potes et on s'entraîne tous ensemble toute l'année, donc tu connais forcément les qualités et les défauts de chacun. Après, t'es au départ on est au départ de la finale et chacun veut la médaille. Donc, tu fais ta course. Après, forcément, quand c'est un Français, tu vas pas prendre le dernier risque pour le dépasser, quoi. Okay. En fait, t'as quand même ce respect aussi de ton collègue d'équipe. Chacun donne le maximum. Et il y a des risques que tu prends pas. Et après, il y a, en fait, je vais pas dire tu prends pas de risques, tu prends des risques, mais t'essayes de les limiter pour que, en fait, si ça, par exemple, tu plonges à l'inter et que ça fait pas que tu foutes la course de l'autre aussi en l'air, quoi. Puis après, le meilleur. Alors que tu le ferais si c'était un Canadien, quoi. Oui et non. Après, peut-être tu vas aller plus facilement au-delà de cette limite quand c'est pas forcément un Français. Mais après, c'est aussi, en fait, t'as envie que ton dépassement il réussisse et en fait, si tu fermes les yeux et tu dis allez, j'y vais, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, t'as quand même, je pense, t'as toujours ce respect de l'adversaire et de toi aussi ton intégrité physique, parce que selon de ce que tu vas faire, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc il y a cette partie stratégie de dire ok, j'y vais, faut t'engager, mais jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qui va se passer si si j'arrive dans telle ou telle situation. Et c'est là où dans la tête faut réagir super vite et arriver à anticiper. Après t'arrives jamais à prévoir, hein, mais anticiper ça. Et voilà, après, comme je disais, on est 3 Français, chacun fait sa course, mais il y a quand même ce petit respect. Toi, est-ce qu'au départ, c'était un enjeu particulier en tête?
Non. Est-ce que tu sais, ça prend de la place? Est-ce que c'est des pensées? Non, après, il y a tellement de choses déjà à penser à autre chose. Surtout sur les allez, 20-30 premiers mètres, tu as ce départ qui est assez technique. Et en fait, t'es vraiment focus que sur toi, pas sur les adversaires. Il faut vraiment presque se mettre des œillères. Et la porte, elle s'ouvre. Boum, tu fais tes 30 premiers mètres en poussant à fond, en essayant de réussir le mieux possible cette ligne droite. Et une fois que tu es au bout de cette ligne droite, hop, après là, tu dis, OK, où sont mes adversaires? Qu'est-ce que je fais? Si je suis devant, je protège ma position. Si je suis derrière, si je suis dernier, j'essaye d'attaquer. Si je suis au milieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque là? Est-ce que en même temps je protège? Tu vois, il y a pas mal de... C'est la dimension qui m'interpelle, c'est celle de la relation entre les athlètes. Et de me dire, tiens, mais et si finalement, comme ils veulent tous pas être méchants avec l'athlète d'à côté, on se retrouve avec 3 Français qui avancent pas. Ouais. Parce que c'est ça qui est dangereux aussi, hein, parce que je pense qu'il faut avoir du respect pour son adversaire, mais aussi il faut être, t'es un athlète, faut aussi avoir ses objectifs, donc t'es obligé à un moment faut être correct, mais il faut pas être. Ça, selon toi? Tu sais, si tu es, par exemple, entraîneur demain d'une situation similaire, ça pourrait arriver. Quelle relation il y a besoin toute l'année de développer chez les athlètes, ou qu'est-ce qu'il y a besoin de leur dire le jour J? Je pense, en étant entraîneur, tu arrives dans une situation comme ça, je leur donnerais pas de consignes. Au contraire, je pousserais chacun à donner le maximum, parce qu'à la fin, c'est eux qui vont prendre les décisions. Et en fait, moi, je suis là pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, je leur donnerais exactement les mêmes consignes à tous. Et après, faites vos courses, donnez-vous au max pour qu'à la fin, il n'y ait pas de regret. Mais pensez ils ont l'habitude, en fait, comme nous, on a l'habitude de s'entraîner ensemble. Donc, tu sais que, voilà, Ouais, et comme ils sont déjà au plus haut niveau, ils ont déjà l'intention de toute façon de tu vas pas non plus pour faire n'importe quoi et te foutre en l'air, quoi. Tu as aussi cette part d'intégrité physique. Ça reste quand même un sport dangereux. Et en faisant, peut-être, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc après, ça fait partie du jeu. Hein. S'ils se foutent dehors, c'est sûr que en tant qu'entraîneur, ça te fout les boules parce que t'en as 3 en finale. Est-ce que tu as vécu d'autres expériences comme ça en finale à 3? Ouais, je pense qu'on a dû faire 2 autres triplés, il me semble, de tête comme ça. Okay. Et c'était comment? Moi, ma stratégie, elle était simple, c'était faire le meilleur départ et me barrer devant. Comme ça, j'avais pas de problème. Ça n'a pas toujours marché, mais après, on avait vraiment, dans ce groupe France, on avait cet esprit d'équipe et on était vachement soudés les uns les autres et on s'entraînait, on s'entraîne tous ensemble et on se pousse les uns les autres pour se bonifier. Et après, on avait toujours, même à l'entraînement, cette, entre guillemets, cette agressivité, mais maîtrisée entre nous. Et en fait, à la course, c'était exactement pareil. Donc, il n'y a pas de... Ouais. À aucun moment, tu dis, allez, je vais te défoncer. Enfin, même déjà, dans le ski cross, tu vas jamais dire, lui, je vais le défoncer. Parce que c'est pas la bonne approche. Et c'est un jeu, tu vois. Faut dire, c'est comme tu fais une course de karting, t'as une épingle, tu vas pas rentrer droit dedans à fond pour dire, je vais le doubler, quoi. Faut penser à ce que tu vas faire et c'est un jeu, ça reste un jeu. Et j'ai envie de te demander, tu sais, en tant que préparateur mental, donc mon métier, le rôle, normalement, quand tu accompagnes dans une discipline, si tu veux bien bosser, c'est d'aller identifier c'est quoi les facteurs de performance dans la dimension mentale sur la discipline. Je te donne un exemple. Avant, j'étais prep physique et les facteurs de performance d'un point de vue physique en basket ou en marathon, ils sont pas du tout les mêmes. La détente en marathon, on s'en fout. En basket, c'est un élément majeur. Et donc, sur la dimension mentale, on doit être attentif à ça. Et normalement, le job qu'on doit faire, c'est presque de parler à un expert de la discipline, en plus, évidemment, de regarder des vidéos, d'analyser, etc., pour se demander, tiens, finalement, c'est quoi, dans telle discipline, les facteurs qui ont le plus d'influence, qui ont le plus d'enjeux. Je te donne un exemple. En ski cross, par exemple, tu vas passer beaucoup de temps sur le télésiège, tout seul peut-être, alors que sur un terrain de basket, c'est pas le cas. À la limite, il y a les temps morts, tu vois, mais t'es dans le jeu, etc. Et donc ça, c'est les spécificités du sport qui font que sur le télésiège, tu peux faire ou défaire ta course, etc. Si toi, tu voulais me partager comme ça, selon toi, les aspects mentaux les plus importants de la performance en ski cross, ce serait quoi? Tu sais, les moments peut-être les plus difficiles à gérer ou ce qui va le plus compter? Je pense, je dirais, vu qu'on enchaîne les runs, c'est chaque fois arriver à redescendre pour mieux remonter. Arriver chaque fois à se... Comme un reset émotionnellement peut-être? Parce que des fois, tu viens de gagner. À canaliser cette énergie, cette adrénaline de course, tu vois, cette euphorie, arriver à redescendre pour remonter. Et éviter de rester dans cette euphorie.
Parce que plus on reste dans cette euphorie, on fait que monter, jusqu'à ce que on explose, quoi, tu vois. Et c'est là où tu n'arrives plus à avoir cette lucidité. Ok. Enfin, je sais pas si je l'explique bien comme ça. Souvent, un des trucs que je dis, c'est qu'au tennis, quand tu es trop content d'avoir mis un ace, en plus tu me parlais de sport de raquette, quand tu es trop content d'avoir mis un ace, c'est possible que la fois d'après tu fasses une double faute. Ouais, parce que tu es dans l'euphorie. Ouais. Voilà. Et donc j'avais envie de te demander, est-ce que quand tu enchaînes les runs, que si les 2 premiers passent, ou les... Non, si, c'est en snowboard qu'il y avait 3. Non, parce qu'à l'époque, en snowboard, ils étaient à 6. Nous, on n'est que 4. Donc voilà, vous étiez que 4. C'est merdier comme ça. C'est clair. Donc les 2 premiers passes, j'imagine que si, tu vois, en 8e, en quart, en demi, t'es le premier à passer à chaque fois, t'arrives en finale, tu peux être dans l'euphorie, et là, il manque la lucidité pour conclure. Faut arriver à... Ouais, chaque fois, je pense à redescendre pour analyser quand même ta course, mais... Comment on fait cette redescente ? Je pense ça s'apprend. Il y a pas mal de techniques, je pense, avec peut-être de la respiration, des moments où on se recalme un peu. Faut trouver, en fait, pas en théorie, mais comment toi tu fais ? Parce que moi, je faisais avec des exercices de respiration, et en fait, je dirais que à force de faire ça, au début, j'arrivais pas à redescendre. Et en fait, je me suis rendu compte, un peu avec l'expérience, à force d'enchaîner les courses, que j'avais besoin de ça pour mieux analyser. Et après, avec l'expérience, t'arrives à le faire automatiquement. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui t'aident à le faire. Peut-être... je sais que des fois, en discutant un peu avec mes entraîneurs, de me dire, voilà, ça... J'ai un formateur un jour en préparation mentale qui m'a dit, Nathan, ton rôle, c'est d'être le rabat-joie auprès des athlètes. Et je voulais te poser cette question, justement, parce que là, on parlait d'euphorie et entre guillemets, t'es en train d'exploser. Est-ce que c'est utile, des fois, d'avoir un entraîneur qui, je sais pas comment dire, te remet les pieds sur terre, qui te ramène à ce qu'il y a maintenant, au fait que la course, elle est pas finie ? Faut arriver à... Je pense que c'est hyper important, et puis des fois, c'est pas forcément le bon rôle, mais c'est hyper important d'avoir ce garde-fou, on va dire. C'est bien quand ça va, de sentir que l'athlète en a besoin, de le pousser dans cette euphorie, mais à des moments aussi de le ramener, entre guillemets, sur terre, pour que derrière ça se passe bien et que finalement ils perdent pas le contrôle et qu'ils fassent pas n'importe quoi. Je prends un exemple. J'ai une athlète Coupe du Monde, je sens qu'elle progresse. Elle gagne sa première qualif. Et donc la qualif, c'est la veille de la course. Et un coup, la veille, et tu sens que c'est génial. Mais je lui dis, écoute, t'as fait même pas 20% de la course, quoi. Ça fait... C'est un peu le mauvais rôle parce qu'en gros, c'est dur en tant qu'entraîneur je la redescends un peu. Mais si je fais pas ça, elle arrive le lendemain et tu peux être sûr que premier tour, elle se fait sortir parce que j'ai gagné la qualif. Enfin, tu vois, et il faut arriver à pas lui dire, c'est bien ce que t'as fait, tu vois, c'est important de le dire aussi c'est dire c'est génial ce que t'as fait, mais attention, t'as fait qu'une petite partie, et si demain tu sors au premier tour, il y a personne qui se souviendra que t'as gagné la qualif. C'est dur, et tu vois, il faut arriver à le faire, et après, le lendemain, elle a fait de nouveau, elle a dit, elle a parfaitement géré, ça allait jusqu'en finale, elle fait 4, je crois, et c'est passé à côté du podium, mais elle m'a dit, ça m'a vachement aidé, et en fait, maintenant, je suis sûr qu'elle revient dans cette situation, et en fait, j'ai même plus besoin de le dire parce qu'en fait, avec son expérience, elle a appris, elle refera pas 2 fois la même erreur, quoi. Elle a pas fait d'erreur, si tu veux, mais j'ai juste dit attention ça ou ça, et hop, ça l'a. Ouais, ce que j'adore quand tu dis ça, c'est qu'on voit bien qu'en tant qu'entraîneur, t'es pas juste sur la dimension technique, mais aussi sur la dimension humaine, et d'aller voir comment elle vit l'expérience, et que c'est au-delà de comment elle doit appuyer sur son ski pour faire un virage, c'est aussi comment elle gère tout ça, quoi. Ouais. Je pense que j'ai vécu un peu ces situations, et des fois, en fait, moi, on m'a aidé aussi. Mais le fait d'avoir déjà vécu ces situations, je vais lui faire gagner du temps si je l'aiguille bien, quoi. Moi, la première qualif, j'ai gagné, génial. Le lendemain matin, j'ai fait un tour, puis il me sortit le premier tour, quoi. Tu vois. Et je me dis, putain. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de performance comme ça qui te semblent importants, qui sont les plus forts en ski cross? Non, il y a ça. Après, il y a le côté physique, forcément. Mais je pense que n'importe quel sport, c'est important de mettre tout bout à bout, d'arriver à tout. Je veux dire, sur la dimension mentale, qu'est-ce qui rend le ski cross, tu vois, différent du handball? Sur la dimension mentale, c'est quoi? Je pense que n'importe quel sport, en fait, faut arriver à être lucide dans ce que tu fais, lucide avec tes émotions, d'arriver à par exemple, un truc tout con, mais de sentir déjà qu'on est stressé, c'est déjà un grand pas, parce que si tu sens que t'es stressé, tu peux réagir. Tu peux trouver l'outil qu'il faut. Alors que si
t'étais là, mais t'es stressé, mais que tu n'arrives même pas à t'en rendre compte. En fait, c'est presque déjà foutu, quoi. Parce qu'en fait, t'arrives pas à identifier le problème. Et déjà, d'identifier le problème, c'est déjà un énorme pas pour performer derrière, quoi. C'est pas tout le monde est stressé, tout le monde a le droit d'être stressé. Après, c'est d'arriver à s'en rendre compte pour réagir. Et ça, il y en a, ils n'y arrivent pas forcément, quoi. Puis, faut aussi l'expérience, hein. C'est l'expérience qui t'amène à faire ça, mais je pense que c'est être dans n'importe quel sport et arriver à être lucide avec ses émotions et pas se mentir. Je sais pas, n'importe quel sport, hein. Je prends le ping-pong, avant le match, je suis stressé, c'est normal. Faut accepter d'être stressé, s'en rendre compte pour arriver à le gérer, quoi. C'est se mentir à soi-même, le cacher, c'est pas comme ça que ça va arriver, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas arriver à progresser, quoi. C'est amusant que tu parles des émotions il y a un instant, parce que je parlais pas plus tard que hier, tu vois, avec un gars qui faisait du ski cross à très haut niveau, et qui me disait, tel jour, je crois en demi-finale, je demande au coach dans quel gate je dois me placer, et le coach, il sait pas, et du coup, je me mets pas dans la bonne gate. Bon, lui, il met ça sur le dos du coach, qu'aurait dû le savoir selon lui. Et en fait, moi, la question que je veux te poser, c'est comment c'est l'expérience en tant que coach émotionnellement. Je pense par exemple, tu vois, au basket où finalement les joueurs sont sur le terrain, mais c'est le coach qui leur dit un peu comment jouer, mais bon, c'est pas non plus lui qui a le ballon dans la main, et ça doit être un rôle où émotionnellement c'est dur, des fois tu peux avoir de la culpabilité. Comment toi tu vis ce rôle d'entraîneur? Moi, je me dis toujours, je suis là pour conseiller, je donne des conseils, mais à la fin c'est pas moi qui skie, c'est l'athlète qui skie. Et si on revient à cette histoire de porte, moi je veux dire, je te conseille de prendre cette porte. Mais après, s'il veut prendre une autre porte, qu'il prenne une autre porte. En fait, c'est pas forcément parce que moi je dis prends cette porte qu'il faut la prendre. Je suis un conseiller, quoi. Voilà. Du coup, je lui donne des conseils, je lui partage ma vision de stratégie. Après, il peut avoir sa vision de stratégie, mais à la fin, c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui a son destin, sa performance entre ses mains, quoi. Moi, je suis qu'un conseiller. Et en fait, j'essaye toujours de lui dire aussi, de leur dire aux athlètes, pas que, en fait, le jour où je suis pas là, ou même s'il se passe quelque chose, et en fait, ils arriveront quand même à se gérer eux-mêmes. Parce qu'en fait, il faut pas qu'ils soient dépendants de moi. Moi, je suis juste là pour en fait leur donner des conseils, des trucs que je vois que eux peut-être ne voient pas. Mais à aucun moment, je leur impose des choix techniques, quoi. C'est ça qui m'a étonné hier aussi, quand je parlais avec cet ancien sportif de haut niveau en ski cross. Quand il m'a dit là, c'est l'entraîneur qui aurait dû me dire dans quel gate aller. Je connais pas aussi bien le ski cross que vous, hein, mais moi je me suis dit, tiens, ça devrait être le rôle de l'athlète de savoir quelle porte prendre. En fait, je pense que c'est important chacun a sa stratégie, tu vois, et c'est important de discuter. Par exemple, il y a un premier virage à gauche, la ligne de départ est super courte, forcément, moi, je vais dire, faut prendre tout à l'intérieur, parce que, au moins, t'es à l'intérieur au premier virage, t'as pas trop le droit de te louper au départ, mais moi, je te conseillerais de prendre ça, quoi. Et je dis toujours, je conseillerais, parce que, en fait, c'est pas, prends ça. Et si lui me dit, non, moi, je préfère prendre peut-être milieu gauche, parce que, je me sens un peu plus à l'aise, et si je me loupe un peu mon départ, je me bloque pas la porte. Au contraire, si je suis devant, je suis un bon starter, je peux en contrôler un adversaire aussi. Tu vois, sa stratégie, elle est bonne aussi. Mais c'est important de discuter, de lui expliquer pourquoi. Et qu'il ait son propre avis aussi. Oui. Et je veux pas non plus que moi, je lui dis, qu'il attende que ce que, je veux pas qu'il dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je vais pas lui dire, fais ci, fais ça, machin. Faut qu'il prenne aussi son destin en main, tu vois. Okay. C'est peut-être un peu bizarre, mais moi, j'ai mon avis tranché, mais à aucun moment, je vais lui imposer des choses, quoi. Je lui dis juste ce que moi, je pense. Et après, c'est à lui de prendre les choix, quoi. Après, c'est facile, hein. Mon choix, c'est pas, ou le choix de l'entraîneur, c'est pas forcément le bon choix, hein. C'est juste lui, sa façon de voir les choses, et après, chaque athlète prend les décisions qu'il veut, quoi. Je me souviens, en tant qu'athlète, des fois, je discutais avec mon coach en ski cross, et plein de fois, des fois, il y a eu 2-3 fois, il m'a dit fais ci, fais ça, et moi, j'étais complètement dans une autre stratégie. Et je lui dis non, moi, je fais ça. Okay.
Et j'ai pris mes responsabilités. Des fois, ça a marché, des fois, ça a loupé, mais j'ai pris mes responsabilités. Et si ça loupe, ben, en fait, c'est pas l'adversaire, c'est moi, parce que c'est moi qui ai pris les décisions, quoi. Puis inversement, des fois, j'ai suivi sa décision et ça a merdé. Et je savais qu'il fallait pas que je fasse ça et je l'ai fait. Mais ouais, pareil, c'est une fois de plus, c'est moi qui ai pris la décision de le faire. Et ça, faut aussi, je pense, on peut pas faut l'accepter. Comment te dire, tu fais des choix et c'est toi. Faut accepter aussi que ça merde pas, mais faut prendre ses responsabilités. Voilà. Ok, très clair. Et aussi, en tant qu'entraîneur, je voulais te demander, parce que j'accompagne un entraîneur en basket au plus haut niveau français. Et ce que je remarque, c'est que pour les athlètes, on fait très attention à ce qu'ils soient en bon état. C'est-à-dire qu'ils aient suffisamment de récup, qu'ils s'entraînent bien, mais qu'ils récupèrent aussi. Et je trouve le rôle d'entraîneur, il est un peu différent. Par exemple, cet entraîneur de basket, il va faire énormément d'heures, et ça pose la question de quelle est sa performance à lui quand il est cramé, quand il dort peu, quand il fait 70 heures par semaine. Et finalement, si on considère un peu l'entraîneur comme un sportif de haut niveau lui aussi, parce qu'il a une prestation à délivrer, tu vois, d'être fin émotionnellement, tu peux pas sentir les autres. Ouais. Si toi, t'es épuisé émotionnellement, peut-être que t'as pas le bon mot au bon moment pour pouvoir aider l'athlète. Et en ski, je sais pas comment c'est pour toi aujourd'hui, mais il y a cette particularité que vous êtes souvent en déplacement loin. Des fois, tu dors plus avec les athlètes qu'avec ta femme. Enfin, évidemment, dans des chambres différentes, mais dans l'hôtel, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs de haut niveau en ski qui m'ont dit, tu sais, je suis pas là 200 jours par an. Comment est-ce que toi, tu gères cet équilibre et comment tu fais ou pas pour rester en forme pour accompagner les athlètes? C'est sûr que je pense plus t'es en forme, enfin ouais, plus t'es en forme et t'es bien dans ton truc, t'es pas cramé. Quand t'es cramé, t'arrives plus à. C'est compliqué de être alerte des émotions et d'arriver à trouver les bonnes solutions. Quand t'es cramé, en fait, tu rentres dans un peu ce tunnel et tu fais ton truc et des fois certains signes, tu t'en rends pas compte et tu passes à côté, quoi. Et c'est sûr qu'il faudra arriver à faire plus de sport à côté pour aussi s'entretenir, parce que si tu fais un peu du sport ou tu fais plus de choses avec eux, en fait ça permet d'être plus en forme et de encore plus comprendre tes athlètes, quoi. Et si tu je pense on donne tous le maximum, mais à un moment si tu donnes trop, si tu rentres dans cette fatigue, et en fait t'es plus trop lucide et je pense que t'es moins performant. Après aujourd'hui c'est compliqué parce que t'as un gros groupe, du coup tu essaies de donner le maximum pour chacun et forcément il y a des jours où t'es cramé et après faut juste arriver à. Tu gères ça comment? Pareil, des fois je sens que je suis fatigué, que je perds un peu de la patience, ou des fois tu te dis putain j'aurais pas dû dire ça, ou tu t'en rends un peu compte avec le recul, et justement ça d'arriver à s'en rendre compte et peut-être des fois de se dire bon, je préfère rien dire parce que je suis pas en état de pouvoir dire le bon truc, quoi. Ouais, je prends un peu plus de temps pour parce que je sens que je suis fatigué et de pas essayer de réagir trop sur les émotions, quoi. Mais bon, ouais. Après c'est sûr que l'idéal c'est d'avoir 2 athlètes ou 3 athlètes et puis voilà, quoi. Ça te laisse vraiment du temps pour faire avec eux. Mais quand t'as un gros groupe, faut. Enfin, de toute façon, c'est la. Et en même temps, t'essayes de surveiller comment toi tu vas, parce que tu sais que si toi tu vas pas bien, ça t'empêche de. Ouais, enfin. C'est sûr que des fois, en tant qu'entraîneur, tu fais tout pour l'athlète. Alors, des fois, tu te négliges un peu, parce que ta priorité, c'est l'athlète, mais c'est important aussi d'être alerte aussi sur son taux de fatigabilité, de machin, pour arriver à prendre les bonnes décisions au bon moment. Selon toi, c'est quoi que tu négliges aujourd'hui à propos de toi, que si tu pouvais ne pas négliger ça, ça te permettrait d'apporter plus aux athlètes? Qu'est-ce que je néglige? Il y a pas mal de choses. Des fois, le repas, parce que tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu montes au ski, tu fais tes trucs, tu redescends, tu fais la vidéo. Puis des fois, le repas du midi, tu vois, je le saute parce que j'ai pas le temps jusqu'au soir. Je fais tout, j'enchaîne. Donc à la vidéo, quand il comprend pas ce que tu lui dis, t'as du mal à répéter la deuxième fois. Ça. Non, moi, quand j'ai pas mangé, je suis un peu en colère. Ouais. C'est le seul moment où je suis en colère, c'est si j'ai faim, tu sais. Mais du coup, tu vois, ça, typiquement, faudra arriver à faire un peu les repas, même si c'est que un sandwich ou quoi, faudrait se donner quand même ce temps de faire quand même ses repas. Et aussi, peut-être arriver à faire 15-20 minutes de sport par jour, tu vois. C'est pas grand chose, mais en fait, tu fais tellement de choses et tu veux tellement bien les faire qu'en fait, t'as pas le temps. Mais bon, après, ça fait partie du truc, hein. C'est un monde idéal.
faudrait faire les 3 repas, faudrait faire 15-20 minutes de sport tous les jours. Ouais, on essaie déjà. Et voilà, mais bon, après, À propos de monde idéal, j'ai l'impression que, tu vois, par rapport à quand je me suis lancé comme préparateur mental en 2018, où c'était un peu un truc de gourou, les gens, quand tu leur en parlais, ils disaient « Ah non, mais moi, j'y crois pas à ce truc ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une évidence. Tu vois, après les JO de Paris 2024, ma boîte mail, elle déborde. Et maintenant, les gens, ils savent ce que c'est que la préparation mentale. Léon Marchand en a fait, Teddy Riner, il en parle et tout. Toi, est-ce que tu t'es fait accompagner comme athlète? Et est-ce que tu as cette conversation avec tes athlètes en mode est-ce que vous avez un coach mental ou pas? Ça s'en est où? Ben, moi, en tant qu'athlète, j'avais fait déjà, c'est mon père qui m'avait, quand j'étais plus jeune, je sais pas, je dois avoir, 14 ans, 15 ans, il m'a fait travailler avec un préparateur mental. J'ai bossé pendant 1 an et demi avec. Qui s'appelle? Tu veux faire une dédicace? Michel Dehan. Okay. Enfin, maintenant, il est, je crois qu'il est un peu sur la retraite, il s'occupe je crois qu'il s'occupe de l'INSEP à Maurice, maintenant, d'autres sportifs. Mais en fait, il a été, je pense que ça a bien fonctionné parce que il m'a donné plein d'outils pour gérer telle et telle situation. Et après, j'ai gardé les outils qui me convenaient, qui fonctionnaient bien avec moi. Et après, c'est 1 an et demi, j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps, je faisais plein de choses en même temps. Mais ces outils, en fait, j'ai continué à les utiliser et je les ai perfectionnés avec mon expérience. Et en fonction des situations que j'ai vécues, j'ai utilisé ces outils. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait mon propre chemin, quoi. Et à la fin, sur mes 2 dernières années, j'ai senti que j'avais besoin d'un rafraîchissement un peu. Du coup, on a retravaillé ensemble. Et sur certaines choses, il m'a éclairé. Il m'a dit, tu vois, là, cette situation, il faudrait faire un peu plus comme ça, comme ça. Enfin, il m'a redonné perfectionné ces outils ou remis des outils que j'avais oubliés. Et ça m'a aidé. Après, aujourd'hui, dans notre fonctionnement à nous, par exemple sur le point de vue suisse, on a des préparateurs mentaux qui sont agréés, enfin, ou qui accrédités. Et après, les athlètes, c'est eux qui font la démarche d'aller vers eux. Donc ça veut dire, vous leur dites la préparation mentale c'est important, voici des PM accrédités. Ouais, c'est sûr que on leur dit ce serait bien de le faire. Après, je pense que c'est tout pareil. Et si c'est vraiment une volonté, ça va fonctionner. Et si par contre on y va reculant, ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment il faut qu'il y ait quand même ce premier pas, c'est la volonté de le faire. En tout cas, vous en parlez comme si c'était une évidence. Ça fait partie aussi du travail de l'athlète. Toi, je suis content de voir que le monde change. Est-ce que c'était comme ça quand t'es arrivé au ski au plus haut niveau? Enfin, moi, j'ai jamais senti cette barrière vraiment. Faut pas aller faire la préparateur mentale, c'est fou, machin. Non, j'ai toujours senti. Enfin, moi, il m'a toujours dit, c'est bien, tu vois, faut faire comme ça. Après, c'est peut-être aussi mon père qui m'a jamais mis de barrière, qui m'a dit, tu vois, ça c'est bien. Faudrait essayer ci, faudrait essayer ça, tu vois. Et je pense que lui, il avait fait un espèce de séminaire d'entreprise où ils avaient bossé là-dessus avec notamment le basket, parce qu'il était vraiment plus sur le basket. Et puis il a dit, tiens, c'est génial. Au début, on a fait des lancers, on n'arrivait pas à en mettre un. Après, on a fait de la visualisation. Et puis d'un coup, ça rentre. Et je pense qu'il a compris un peu cet aspect mental qui joue vachement sur la performance. Et du coup, il m'a aidé il m'a dit, tiens, fais ça. Ton père l'avait vécu dans un séminaire, c'est ça? Ouais. Et du coup, donc, il te l'a transmis. D'où l'importance que les parents qui nous écoutent s'intéressent à la préparation mentale pour pouvoir le transmettre aux jeunes. Ok. Cool. Voilà, du coup, ça m'a mis un peu les pieds dedans. Et puis après, maintenant, avec le recul, forcément, il y a certaines situations, ça m'a énormément aidé. Merci pour tout ce que tu as raconté là. Est-ce qu'il y a une chose que tu as envie d'ajouter en particulier? Non, faites du sport, profitez. Je pense que pas grand-chose d'autre à dire. C'est une belle école de la vie. Être alerte sur ses sensations et pas avoir peur de ressentir les choses, qu'on soit stressé ou pas, tu vois. On reste des humains. Merci pour tout ça, Jean-Fred. Je suis content d'avoir fait avec toi cet épisode d'Obsession Progression, le podcast, qui sera aussi sur la chaîne YouTube. C'est un peu rare, mais comme là, j'avais la chance d'être en présentiel avec la personne que j'interviewe, ça sera sur les deux. Merci. Puis à la prochaine. Bonne continuation.